Je t'aime à la folie. On connaît tous l'expression. Elle semble belle au premier abord, mais elle peut aussi s'avérer particulièrement inquiétante. Aimer à en perdre la raison, c'est aussi devenir dépendant de l'autre et d'avoir l'impression que sans son amour, notre vie entière s'écroule. Ce type d'attachement malsain peut entraîner certains cœurs brisés à commettre les pires atrocités. L'enquêteur Claude Saint-Cyr de l'Unité des crimes majeurs du service de police de la Ville de Québec en sait quelque chose. Une enquête policière, dans le fond, surtout en crime majeur, mais une enquête policière, c'est comme un casse-tête. Donc, on accumule différentes pièces du casse-tête et lorsqu'on les met ensemble, bien, on voit une image. Puis souvent, l'image qu'on voit, bien, c'est le visage du meurtrier. Le 27 octobre 2003, on retrouve le corps d'une jeune étudiante dans son appartement de la région de Québec. J'étais chez moi sur la fin de la nuit, vers 5h, 5h30 du matin. J'ai reçu un appel parce qu'il y avait un meurtre qui était survenu dans l'arrondissement de Sainte-Foy. Comme dans toute affaire criminelle, les premiers instants sont d'une importance capitale. Quand on entre dans l'appartement, on voit qu'il y a une femme couchée face au lit. De façon évidente, la personne est décédée. Il y a un début de putréfaction. Et sur le lit, il y a des traces de vomissures. Sur le comptoir de cuisine, il y a un sac avec des mets à apporter. Il voit qu'il y a comme des mets chinois, là, une culture chinoise. On voit du riz, des pâtes. Il y a un couteau, il y a une bouteille de vin à demi-vide. Il y a une bouteille d'alcool à friction aussi, qui est aux 3/4 vide. Une boîte de Tylenol qui est complètement vide. Il y a 2 assiettes avec des restes un peu de nourriture. Il y a des ustensiles pour 2 personnes. Tout est filmé sur vidéo, avant qu'on touche à quoi que ce soit. Ensuite, là, il y a des photos qui sont prises. Lorsque les photos sont prises et notées au rapport, à ce moment-là, on récupère les différentes pièces à conviction. Donc, il faut prioriser la recherche au niveau de l'ADN. C'est sûr que la nourriture, les ustensiles, les assiettes, les verres, les bouteilles de vin trouvées sur place, les sous-vêtements de la victime. La victime est rapidement identifiée comme étant Ma Traoré, une étudiante de 23 ans, originaire d'Afrique. C'est une Malienne, une excellente étudiante qui provient d'une famille qui est reconnue. Et puis, elle a obtenu, étant donné que c'est une bonne étudiante, elle a obtenu une bourse d'études. Elle est venue faire un baccalauréat à l'Université de Moncton. Ensuite, elle est venue faire sa maîtrise là, à Sainte-Foy. L'homme qui a découvert le cadavre est toujours sur les lieux. Il affirme être l'amoureux de la victime. Pour l'enquêteur, il est considéré comme un témoin important. La première entrevue qu'on a faite dans ce dossier-là, c'est la personne qui a appelé le 911. Et il nous a raconté que lui, c'était le nouveau copain depuis plusieurs mois de Ma Traoré, qui se sont connus à Moncton. Mais depuis l'été 2003, le portrait avait changé parce que lui faisait sa maîtrise en génie électrique à l'Université de Chicoutimi, alors que Ma Traoré faisait sa maîtrise à l'Université Laval. Donc, ils ne demeuraient pas ensemble, mais ils se fréquentaient toujours, mais à distance. J'ai appris aussi que cette fin de semaine-là, ce témoin-là est parti de Chicoutimi pour se rendre à Moncton parce qu'il a assisté à une graduation. Puis il a pris le train dans Moncton pour débarquer à Lévis, puis le taxi pour se rendre à l'appartement d'Ama où il a découvert le corps. Il avait appelé à plusieurs reprises toute la fin de semaine pour rejoindre Ma Traoré, puis ça décrochait jamais, il n'était pas capable de lui parler. Il avait laissé plusieurs messages sur le répondeur. Ça l'inquiétait. C'est le conjoint actuel qui a dénoncé le délit. Donc, naturellement, le premier suspect, ça reste le conjoint dans une enquête comme ça. Cette scène-là, la victime couchée sur le ventre, souvent, c'est quelque chose qu'on observe dans des cas où il y a un lien assez étroit entre les 2 personnes. Il n'est plus capable de la voir. On va lui mettre un oreiller sur la tête, on va le retourner sur le ventre, et ça nous permet de se dissocier de cette personne-là. Juste le fait qu'il n'y ait pas de trace de fraction, ça nous dit que la personne avait un accès. Soit que la victime connaissait son agresseur, ou soit que l'agresseur avait la clé. Le corps de Ma Traoré est rapidement envoyé au laboratoire de sciences judiciaires de Montréal pour une autopsie. C'est très important pour les policiers d'être présents lors de l'autopsie. Donc, cette journée-là, c'est moi qui s'est présenté le 31 octobre à l'autopsie. Je me suis rendu au laboratoire de sciences judiciaires.
Qu'est-ce qui était signalé lors de l'autopsie, c'est qu'il y avait des marques au niveau des coudes, au niveau des genoux, comme s'il y avait peut-être eu une petite bataille, une petite chicane. Également, au niveau du cou, il y avait des traces d'épanchement de sang à l'intérieur, comme si quelqu'un l'avait serré au niveau du cou. Et également, fait qui est très, très particulier, c'est que dans l'estomac, on a retrouvé des traces de nourriture chinoise. On pouvait voir le riz lors de l'autopsie avec les pâtes. On voyait très bien au niveau de l'estomac, les pâtes et tout ça. Et le pathologiste a été catégorique, c'est que le décès était survenu au plus tard 2h30 après le repas. Du riz, c'est quelque chose qui va quand même se digérer relativement rapidement. Et ce riz-là n'était pas vraiment complètement digéré, ce qui suggérait que le décès s'était produit pas longtemps après l'ingestion de ce repas-là. C'était pour nous un élément d'enquête qui était très, très important. On pouvait penser clairement que la victime avait pris son dernier repas avec son agresseur. Le 27 octobre 2003, Ma Traoré est retrouvée morte dans son appartement. Grâce à l'autopsie et à des indices retrouvés sur le lieu du crime, l'enquêteur Claude Saint-Cyr a maintenant de bonnes raisons de croire que la victime, peu avant sa mort, a pris son dernier repas en compagnie de son meurtrier. Son petit ami, qui a prétendu avoir trouvé le corps, est évidemment le premier soupçonné. Mais avant de tirer une conclusion, Claude Saint-Cyr doit approfondir son enquête. L'important dans une enquête en crime majeur, c'est de corroborer les versions des témoins. Par exemple, si une personne nous dit « j'ai été à Moncton en fin de semaine », on va vérifier de différentes façons s'il est effectivement à Moncton. S'il nous dit « j'ai pris l'autobus de telle place à telle place », on va vérifier à quel endroit il a pris ses billets d'autobus, effectivement, s'il y avait les transports d'autobus correspondent à l'information qu'il nous a donnée. Ce témoin-là donnait beaucoup d'informations qui étaient vérifiables. Donc, pour nous, il nous a semblé très, très crédible dans sa version. L'enquêteur Saint-Cyr n'avait alors plus de suspect dans cette affaire. Mais un nouvel indice est venu changer la donne. On a retrouvé un message qui était ultra important également, c'est-à-dire qu'il y avait un homme, pour nous autres, qui était inconnu, qui confirmait à Ma Traoré qu'il avait réussi à prendre l'autobus et qu'il allait arriver à la gare de Sainte-Foy vers 22h50. Et le message disait « à bientôt ». Donc, c'est un élément qui était super important. Ce message date du jeudi 23 octobre, soit 4 jours avant le lundi 27, où le corps de Ma Traoré a été retrouvé. Une journée très importante pour les enquêteurs. On fait beaucoup de vérifications pour essayer de connaître les agissements de la victime dans les dernières heures ou dans les dernières journées. Dans ce cas-là, Ma Traoré avait utilisé sa carte de débit la dernière fois, le 23 octobre, vers 23h25 dans ce coin-là. Et c'était dans un club vidéo. L'enquêteur appelle au club vidéo pour savoir si l'endroit est muni d'un système de surveillance par caméra. Effectivement, sur place, il y a un système de sécurité qui était à cette époque-là muni de cassettes VHS. On informe aussi l'enquêteur d'un élément qui le surprend. La cassette louée avait été remise au club vidéo, donc il y avait eu un retour. C'était particulier. On avait de la misère à comprendre vraiment comment est-ce que la cassette vidéo peut être retournée. J'ai visionné la date et l'heure de la dernière transaction de Ma Traoré. Et nous avons une surprise qui était très positive au niveau de l'enquête. On voit très bien Ma Traoré choisir une cassette dans les allées. À ce moment-là, il est accompagné par un homme de forte stature, je vous dirais 6 pieds 4, 6 pieds 5, un 250 livres là, minimum. Très costaud. Il y a dans les mains un sac de plastique blanc qu'on voit à l'intérieur, voire possiblement carré. Et ce sac de plastique-là correspond en tout point avec la nourriture chinoise qu'on a trouvée sur la scène de crime. On ne savait pas c'était qui, la personne qui accompagnait Ma Traoré. Et les témoins nous ont identifié Yagnish Merchant. Et ils nous ont précisé que Yagnish Merchant, c'était l'ex-copain de Ma Traoré, qui se sont fréquentés alors que les deux étudiaient à l'Université de Moncton. Yagnish Merchant, c'est une personne qui est originaire des îles Maurice, qui était un brillant étudiant également, et que suite à l'obtention de son baccalauréat à Moncton, il était rendu dans la région de Montréal pour faire sa maîtrise.
On avait également l'information que Yagnish Meherchand est de religion bouddhiste, alors que Ma est musulmane. Et sa mère n'acceptait pas cette relation-là. Donc, c'est pour ça que Ma a mis fin à cette relation-là. Et l'enquête a également démontré que Yagnish a eu beaucoup de misère à accepter la rupture. Et on a un témoin qui nous a même dit que Ma lui avait dit qu'elle avait été menacée par Yagnish. Et que Yagnish lui disait que si jamais il la voyait avec un autre homme, il la tuerait. Là, on commençait à avoir quand même pas mal de pièces du casse-tête. On avait, entre autres, le fait qu'il n'avait pas accepté sa rupture, le fait qu'il aurait peut-être menacé de la tuer si jamais il la voyait avec d'autres hommes. On avait la voix de Yagnish sur un répondeur qui disait qu'il avait réussi à prendre l'autobus et qu'il allait arriver chez elle vers 22h50. On avait le fait également qu'il y avait des témoins qui nous avaient confirmé qu'ils avaient vu Yagnish suite au décès de Ma, qu'il était très, très triste de ça, et qu'il répétait à plusieurs personnes qu'il n'avait pas vu moi depuis des mois et qu'il n'avait pas été à son appartement à Québec, alors que nous avions en main une vidéo où on voit très bien Yagnish Meherchand avec moi quelques heures avant le meurtre dans le club vidéo à proximité de la gare d'autobus qu'il avait utilisée. Donc, toutes ces pièces de casse-tête-là, mises ensemble, nous mettaient le visage de Yagnish Meherchand comme étant le tueur de Ma Traoré. Donc, j'avais les motifs comme enquêteur, de procéder à son arrestation, une arrestation sans mandat, qui est donc une arrestation de décision policière. Donc, au mois de novembre, le 6 novembre 2003, on a procédé à l'arrestation de Yagnish Meherchand pour le meurtre de Ma Traoré. Vient ensuite l'interrogatoire, une étape cruciale de l'enquête où les policiers n'ont pas le droit à l'erreur. Dans un dossier de crime majeur, l'interrogatoire du suspect principal est un des éléments clés de l'enquête. Donc, effectivement, il y a une préparation. Il y a tout l'aspect légal de l'interrogatoire qu'il faut respecter pour s'assurer que l'aveu, si aveu il y a, qu'il soit admissible en cours. À part l'aspect légal, il y a tous les liens communs. Donc, on veut créer un lien avec la personne qu'on interroge. On veut apprendre à le connaître, mais en le connaissant, lui également va nous connaître. Il va apprendre à nous faire confiance. Donc, on parle. On parle pas de l'événement dans le détail, mais on essaie de le connaître. C'est quoi ses origines, sa famille, son historique au niveau de sa formation, ses écoles primaires, secondaires, collégiales ou universitaires. On essaie de le connaître au niveau général comme tel. Puis on l'habitue de cette façon-là à nous parler et à répondre à nos questions. Et à un certain moment, on vient sur des liens communs dirigés. Donc, ces questions-là vont toucher les gens impliqués dans le dossier. De quelle façon il a connu Ma Traoré? Comment ça a été? La rupture, il l'a vécu comment? Donc, on essaie de voir avec les gens concernés ou les lieux concernés au dossier, c'est quoi sa version. Donc, pendant plus d'une heure, il nous a dit qu'il n'avait jamais rencontré moi depuis des mois. Et à un moment donné, dans une certaine étape, on le confronte à la réalité. La première fois qu'on lui parle du dossier comme tel, il faut que ça soit un élément clé. Il faut que ça soit choc. Donc, la question qu'on appelle la question d'appôt était est-ce que c'est possible, dans le cadre de notre enquête, qu'on ait en une possession une vidéo qui provient d'un club vidéo de Sainte-Foy, où ce qu'on voit à l'intérieur du club vidéo en compagnie de Ma Traoré quelques heures avant le meurtre. Et en plus, ayant en main un lunch qui a été le dernier repas de Ma. Est-ce que c'est possible qu'on ait en main cette vidéo-là? Et c'était un choc. Il a compris qu'on avait la preuve. L'enquêteur Claude Saint-Cyr a mené son interrogatoire comme une partie d'échecs. Il n'a pas directement attaqué avec sa reine, mais il a plutôt placé ses pions un à un, sans rien laisser paraître de sa stratégie. Puis il a surpris son adversaire en donnant le coup de grâce, le questionnant directement sur sa preuve la plus solide. Par sa réaction, Yagnish Meherchand venait de perdre la partie. Il a compris qu'on savait que quelques heures avant le meurtre, il était à Québec, il était avec Ma Traoré. Et pour lui, la preuve était indéniable. Donc, c'est tout simplement effondré. Et là, que admis, effectivement, qui était l'auteur du meurtre. Et là, il s'est mis à pleurer comme un gros bébé.
Lorsque l'aveu vient, souvent, ça vient avec des larmes parce que la personne est effondrée et là, elle lâche prise. Et nous, de notre côté, bien, c'est pas parce qu'une personne pleure qu'on va arrêter de poser la question parce que le bobo est là. Donc, nous, une expression mot divin, il faut gratter le bobo. Donc, c'est là que ça pleure, c'est là que l'émotion est, c'est là que la vérité est. Il allait là, il pensait qu'il allait reprendre. Il avait amené un souper, il avait amené du vin, le film. Donc, une belle soirée amoureuse, romantique, comme toutes les couples vivent. Une relation sexuelle consentante. Et que suite à la relation sexuelle, moi, il aurait dit, écoute, Jagdish, c'est la dernière fois qu'on fait l'amour ensemble, c'est fini. Et lui, là, ça l'aurait touché au plus profond. Et il a mentionné que là, il y a eu comme eu un blackout. Et quand il s'est réveillé, bien, il tenait moi dans ses bras et qu'elle était morte. Le vrai blackout, c'est relativement rare. Naturellement, comme mécanisme de défense, ça devient très utile. Hein? Je me souviens des éléments qui sont un peu à mon avantage. Donc, la victime me dit qu'elle ne veut plus rien savoir de moi, mais je ne me souviens pas de ce que je fais par la suite. Tuer quelqu'un, ça reste quelque chose qui est quand même relativement complexe. Lorsqu'il s'est comme réveillé après le geste posé, puis qu'il a constaté que moi était décédé à côté de lui, qu'il était responsable de sa mort, il a tenté de se suicider. Donc, en prenant des pilules, des Tylenol avec de l'alcool à friction. Et lui expliquait que ça l'avait même rendu malade, qu'il avait vomi dans le lit. Il a également précisé qu'il a pris sa douche, il a pris le temps de récupérer la cassette vidéo, et il est allé porter la cassette vidéo au club vidéo. Fait qu'ils sont assez particuliers, là, suite à un meurtre, prendre le temps de se laver et de récupérer une cassette. Après avoir eu une relation sexuelle, il a été prendre une douche, il a serré ses affaires, il a tourné dans sa petite vie, mais tout à fait déconnecté. On peut présumer que lui, de s'apercevoir que tu es la femme de sa vie, bien, il aimait peut-être mieux être déconnecté de tout ce mal-là. Le lendemain matin, j'ai rencontré un procureur de la Couronne, expliqué l'ensemble de la preuve, l'aveu de Jagdish Mahershala. Le procureur a visionné la cassette de l'interrogatoire vidéo et l'a comparu pour un meurtre au 2e degré. Lui a plaidé non coupable. Il y a eu un long procès aux assises. J'étais très confiant par rapport au dossier. La façon que la preuve a été amassée, l'aspect légal du dossier avait toujours été respecté. L'aveu était une preuve très forte. Toutes les preuves circonstancielles qu'on avait également. On a eu une qualité de témoin exceptionnelle dans ce dossier-là. Et il a été trouvé coupable de meurtre au 2e degré. La famille de la victime est venue de loin pour assister au procès. Et elle n'a eu que de bons mots pour le travail des policiers. Les gens de la famille de Traoré sont venus du Mali pour suivre le procès. Souvent, il y avait des doutes, ces gens-là, sur le fait que Jagdish pourrait être trouvé coupable. Et à la fin des procédures, on a vraiment eu des commentaires très positifs de la communauté malienne, puis maintenant qui respecte énormément autant tant l'enquête policière que le système judiciaire au Québec. Comme enquêteur au dossier, lorsqu'on voit que le coupable est trouvé coupable, on est satisfait du travail effectué. On ne se réjouit pas en relation avec l'accusé, on se réjouit pour la famille de la victime. Dans le fond, c'est qu'eux, au moins, ils ont perdu quelqu'un, mais ils savent que justice a été faite. Puis pour eux autres, bien, ça leur permet peut-être de passer à autre chose puis de fermer le dossier du deuil. Jagdish Mahershala a porté sa cause en appel, plaidant cette fois que son diabète, ses médicaments et l'alcool avaient causé chez lui une perte de contact avec la réalité. Le jury a cru sa version des faits et l'a trouvé coupable d'homicide involontaire.
Ayant déjà purgé sa peine en détention préventive, il a été immédiatement extradé vers l'île Maurice. Une peine bien légère pour un homme qui a condamné à mort une jeune femme brillante, dont le seul crime a été de le quitter.